Bien, bonsoir. Nous sommes ce soir réunis pour l'actualité des ressources humaines avec Maître Patricia Gomez-Talimi et Maître Amélie Angèle Dinger du cabinet PDGB Avocats. Première partie, c'est l'actualité juridique. Et je vous laisse la parole, Amélie. Merci Jean, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour notre point mensuel sur l'actualité juridique. Alors comme d'habitude, on va commencer par un point sur les textes passés du mois et nous finirons sur un deuxième point sur la jurisprudence du mois dernier. Pour commencer, un décret du 24 novembre 2020 vient préciser la loi du 14 juillet 2019 qui prévoit le droit de résiliation pour les contrats de complémentaire santé. Alors l'idée, c'est que cette résiliation se fasse après 1 an de souscription de ce contrat. Alors ça concerne les contrats avec l'organisme assureur et non pas les accords, notamment les accords d'entreprise qui mettent en place le régime de frais de santé. Alors, dans le cadre, il y a 2 types de régimes, le régime à adhésion obligatoire et le régime à adhésion facultative. Pour le régime à adhésion obligatoire, seul l'employeur va pouvoir résilier au bout d'1 an, à tout moment. Et pour les régimes à adhésion facultative, il y aura l'employeur et également le salarié. Ce décret du 24 novembre vient également préciser les modalités de résiliation. Alors, d'une part, ça peut être résilié par l'employeur en tant que tel, mais également par le futur assureur qui sera concerné, qui va pouvoir également, dès qu'il va avoir la demande de résiliation de l'employeur, pouvoir agir auprès de l'ancien assureur. Ce droit de résiliation donc, est applicable aux contrats et adhésions qui sont en cours au 1er décembre 2020, étant précisé que ce décret prévoit également les types de contrats précis, notamment les contrats qui concernent les maladies, les maternités également, sont concernés par ce droit à résiliation. Un autre point qui est intervenu en novembre, le mois passé, c'est la négociation de l'accord national interprofessionnel sur le télétravail. Alors, ce projet a fait l'objet de plusieurs allers-retours entre les partenaires sociaux et ils sont parvenus, après une dernière réunion le 26 novembre dernier, à un accord sur le projet en question, étant précisé que cet accord, les partenaires sociaux peuvent être ouverts à la signature jusqu'au 23 décembre. Alors, cet accord national interprofessionnel veut expliciter l'environnement applicable au télétravail. C'est un référentiel pour les entreprises et non pas un texte normatif. Alors, les principaux points qui sont évoqués dans cet accord national interprofessionnel, le premier, d'une part, c'est que l'employeur doit préciser les activités qui sont éligibles au télétravail. C'est une obligation qui appartient à l'employeur, mais bien évidemment, il peut et il doit, en tout cas, c'est ce que précise l'accord national interprofessionnel, c'est qu'il peut également, ça peut être un thème de dialogue social et de négociation également au niveau de l'entreprise et qu'il peut donc en discuter avec les principaux concernés. Ça arrive sur un autre point qui est développé dans cet accord national, c'est le sujet de dialogue et de négociation. À défaut d'avoir des IRP au sein de l'entreprise, l'accord précise que, bien évidemment, le dialogue peut être ouvert aussi avec les salariés en place au sein de la société. Cet accord nous précise également les conditions d'accès au télétravail. D'une part, il rappelle que cela repose sur un caractère volontaire, d'une part de l'employeur, mais également du salarié, sauf bien évidemment, et c'est le cas ça a été le cas avec le Covid, en cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles. Ce point, d'ailleurs, le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles a fait l'objet d'un point particulier rappelé dans l'accord.
L'accord précise également que l'employeur doit motiver le refus en cas de refus dans des cas précis, que la formalisation de cet accord peut se faire par tout moyen s'il n'est pas prévu par accord collectif ou par charte, mais il est bien précisé que l'écrit reste de mise. Également, il vient préciser les conditions d'organisation du télétravail, en rappelant notamment que l'employeur fixe en concertation avec les salariés les plages horaires où il peut être contacté dans le cadre du télétravail, que les frais professionnels doivent être supportés notamment par l'employeur. Également, il rappelle un point important, c'est que le salarié en télétravail bénéficie d'une protection de sa santé, également pendant le télétravail, et que malgré, bien évidemment, les difficultés qui peuvent intervenir dans sa mise en œuvre pratique, il faut savoir que le télétravail est également soumis à la présomption d'imputabilité des accidents du travail. Également, un point est fait sur les pratiques managériales qui, bien évidemment, évoluent avec le télétravail. Et donc, il rappelle le rôle majeur du manager dans la pratique du télétravail et que des dispositifs peuvent être mis pour pallier les difficultés liées au management. Il rappelle, comme je disais, l'exercice du dialogue social en impliquant le CSE notamment dans la mise en place du télétravail. Et cet accord national termine par rappeler que compte tenu, notamment c'est le cas avec le Covid, compte tenu de ces derniers mois passés, il faut que les employeurs puissent appréhender le télétravail en amont en cas de circonstances exceptionnelles et prévoir que lorsque cela se présente, les modalités de mise en place du télétravail. Notamment en rappelant que le CSE doit être consulté, qu'il faut anticiper le recours au télétravail, ce qui signifie donc également de sélectionner les activités qui seront concernées par le télétravail. Un autre point qui a fait l'objet d'une ordonnance du 2 décembre 2020 qu'on attendait au mois de décembre, c'est le report des premiers entretiens professionnels dit état des lieux, qui est prévu par l'article L6315-1 du Code du travail et qui avait déjà été prorogé par une ordonnance publiée au printemps dernier, le 1er avril, et qui repoussait l'échéance des entretiens professionnels au 31 décembre 2020. Compte tenu des circonstances de ces derniers mois, une ordonnance du 2 décembre 2020 vient proroger encore une fois ces délais pour ces premiers entretiens professionnels au 30 juin 2021. Alors, pour rappel, on avait une loi de 2014 qui avait rendu obligatoire au bout de 2 ans les entretiens professionnels et au bout du 3e entretien bi-annuel, il y avait un entretien professionnel dit état des lieux qui devait, pour les salariés en place à compter de 2014, être effectué en 2001. Et donc, cette ordonnance suspend temporairement ces entretiens professionnels qui n'ont pas forcément eu lieu pendant ce délai jusqu'au 31 décembre 2020, peuvent être faits jusqu'au 30 juin 2021. Les sanctions applicables en cas de non-respect seront donc également suspendues jusqu'au 30 juin 2021. Un autre point, notre ordonnance qui est parue dans le cas particulier du Covid-19, l'adaptation des règles relatives aux réunions des IRP. Alors, une ordonnance a été publiée le 25 novembre 2020 et un décret d'application est entré en vigueur le 3 décembre 2020. Ces règles temporaires sont applicables pour les réunions depuis le 27 novembre 2020 et ont vocation à s'appliquer jusqu'au 16 février 2021, fin de la date de l'état d'urgence sanitaire.
Concrètement, pour l'ensemble des réunions des IRP, donc après, bien évidemment, information des membres de l'instance, il peut avoir autorisation de recourir à la visioconférence, à la conférence téléphonique ou à la messagerie instantanée. Après information de leurs membres, pour le dernier point, s'il y a impossibilité de recourir à la visioconférence et à la conférence téléphonique. Il y a une faculté pour la majorité des membres de l'instance qui siègent à la réunion, au plus tard 24 heures avant la réunion, de s'opposer, de recourir soit à la conférence téléphonique, à la messagerie instantanée ou à la visioconférence, et notamment sur les licenciements collectifs économiques, soit sur des informations consultations qui portent sur la mise en œuvre des accords de performance collectifs, pour la mise en œuvre des accords de rupture conventionnelle ou la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée. Le décret prévoit les modalités de réunion par visioconférence, par conférence téléphonique, et prévoit et rappelle également le délai d'application de ces règles relatives aux réunions des IRP.